Voilà, c'est des petits soucis techniques qu'on a réglés avant de venir. Alors je vous propose effectivement de faire un grand voyage. On va partir de la finance et on va aller jusqu'à l'économie durable. Pourquoi? Parce que avant de vous annoncer les bonnes nouvelles, je vais commencer par les mauvaises. Et les mauvaises, c'est que les difficultés ne font que commencer. Mais c'est extrêmement important d'en prendre conscience, vous le savez tous, mais je vais rajouter quelques éléments supplémentaires, je vais mettre une couche en plus. Parce que tant qu'on n'a pas fait le deuil du modèle dans lequel on vit, on ne peut pas penser à un autre modèle économique. Donc l'objet de la soirée, c'est de vous démontrer, vous convaincre, je ne sais pas, on en parlera après, mais de vous démontrer que quoi qu'il en soit, on n'a plus vraiment le choix, on est obligé de changer de grille d'analyse, de changer de modèle, et de revoir nos méthodes d'appréciation, de valorisation, de conduite des entreprises. Alors comme je vous le disais, mauvais réflexe, je tape sur mon ordinateur. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne connaît pas une véritable crise économique. Ça, moi, j'en suis convaincu. Celle qui est peut-être une plus mauvaise nouvelle, c'est que c'est bien pire que ça. Je vous ai mis deux slides. L'un évoque la Renaissance, l'autre évoque le néolithique. Pourquoi ces deux slides? Pour vous dire qu'on est entré dans une phase extrêmement enthousiasmante au niveau intellectuel, difficile pour certains, qui sont en survie alimentaire et survie sociale, mais si on se pose, si on se situe sur un plan purement intellectuel et d'analyse, on vit quelque chose d'exceptionnel au niveau de l'humanité. On est en train de vivre l'équivalent peut-être de la Renaissance, avec toute la créativité qui a eu lieu, ou peut-être encore plus puissant, l'équivalent du néolithique. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la Renaissance? Vous le savez, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est des petits pays, les Flandres et l'Italie, qui inventent des nouvelles technologies, des nouvelles façons de peindre, qui inventent l'imprimerie, etc., et qui a débouché sur la Déclaration des droits de l'homme et ce qu'on connaît aujourd'hui après quelques siècles d'évolution. Ça, c'est l'aspect évolution douce du système. On vit une révolution technologique, on vit une évolution qui va déboucher sur une grande créativité. Et je vous rappelle que pendant la Renaissance, on en retient toujours le côté positif, on a vécu des choses extrêmement violentes et terribles, exactement ce qu'on commence à vivre aujourd'hui. C'était l'extermination des Amérindiens, c'était les guerres de religion, par exemple. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'évolution, de révolution ou de mutation sans le côté noir de la face. On vivra toujours les deux en même temps. Donc soit on se positionne du côté optimiste en se disant on vit une évolution formidable et il faut minimiser au maximum les effets collatéraux, soit on ne voit que le côté négatif et on pense que tout est foutu et que la crise va nous emmener au fond du fond et que dans ces cas-là, il n'y a plus qu'à prendre une corde. La deuxième possibilité, mais ça je n'ai aucune certitude, on aura la réponse dans quelques années ou quelques décennies, on vit peut-être, et ça c'est une chance extraordinaire pour nous, êtres humains contemporains du XXIe siècle, l'équivalent du néolithique. Qu'est-ce qui s'est passé au néolithique? Eh bien, au néolithique, l'homme a inventé une nouvelle technologie. Jusqu'au néolithique, que se passait-il? L'homme était chasseur-cueilleur. Il vivait en fonction de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Très peu de contact avec les autres clans, ils restaient entre eux. Et puis, on ne sait pas exactement pourquoi, il décide de se sédentariser, de ne plus être nomade, et de se positionner, de créer des villes, des villages, d'abord des villages, puis des villes quelques siècles après. Et pour vivre ensemble et créer des villages, que faut-il? Il faut une technologie alimentaire. On a inventé l'agriculture. L'agriculture est née au néolithique. Et la naissance de l'agriculture a conditionné tout le développement de la civilisation depuis cette époque. Ce qui veut dire que si actuellement, comme le pense Michel Serres, nous vivons l'équivalent d'un néolithique avec les réseaux, les technologies Internet, dont on n'en est qu'au début de l'éclosion de tout ce qui peut en découler, eh bien, on est peut-être à l'aube d'un néolithique. Ça veut dire que nos valeurs vont profondément changer. Un exemple, aujourd'hui, la valeur travail en tant que dirigeant d'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous, pour nous. Eh bien, rappelez-vous qu'il y a seulement 2000 ans, 2400 ans, sous Platon, le travail est une valeur qui était laissée aux esclaves. Personne ne travaillait. Et les choses ont changé. Et on est peut-être à l'aube d'un changement aussi radical. Je ne veux pas dire qu'on va arrêter de travailler, ça c'est une autre question, mais en tout cas, on va découvrir des nouvelles valeurs, rentrer dans une civilisation complètement nouvelle, et on a commencé à mettre le pied dedans. Alors combien de temps ça prendra? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on peut voir de l'analyse, qu'on peut comprendre de l'analyse actuelle, des signaux faibles, c'est que les choses sont en train de s'accélérer. Pourquoi elles s'accélèrent? Décidément. Parce que le système dans lequel on est un système à bout de souffle. Pourquoi il est à bout de souffle? Et là, je vais commencer par la facette financière. Parce que depuis les années 1980, on a pris une série de mesures, de décisions, qui aujourd'hui nous amènent droit dans le mur. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, mais vous les connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé? On passe d'un système très keynésien, où l'État est très présent, très dirigiste de l'économie, à un système libéral, puis ultralibéral, et c'est peut-être là qu'on touche quelque chose qui est allé trop loin. On passe d'une réglementation qui était parfois excessive à une déréglementation totale.
Et si la déréglementation a créé beaucoup d'emplois, a libéré les énergies à travers le monde, je pense aux États-Unis et à l'Europe dans les décennies qui ont suivi, eh bien la déréglementation des marchés financiers, c'est le point noir. Et aujourd'hui, on commence à payer les conséquences de cette déréglementation à outrance des marchés financiers. Toutes les matières premières sont cotées, on spécule sur tout, sans aucun contrôle mondial. Je vous rappelle que les places financières sont toutes interconnectées entre elles, révolution Internet, passage aux cotations électroniques. Et qui peut contrôler ces flux financiers? Personne aujourd'hui dans le monde n'est en mesure, en capacité de contrôler à la nanoseconde ce qui se passe. Et ça, c'est le drame de nos économies aujourd'hui, c'est qu'on a donné le pouvoir aux financiers et ça va être très difficile de le reprendre. Et puis dans les années 80, on a eu aussi cette chute des derniers remparts à l'ultra, qui sont la chute du mur de Berlin, le discours de Deng Xiaoping qui ouvre la Chine au capitalisme. Plus aucune barrière, plus aucun contre-pouvoir à un libéralisme ultra, parce que je fais la différence entre le libéralisme et l'ultralibéralisme. Et on en arrive où on en est aujourd'hui, le culte de la rentabilité, avec une bourse qui ressemble de plus en plus à un casino géant. Et encore, je discutais récemment avec un patron de casino, si on est dans un casino, ça tombe bien, un patron de casino au Sable d'Olonne, et il me disait « Mais vous avez tort quand vous comparez la bourse à un casino, parce que dans un casino, les joueurs pathologiques, on les interdit. Ils n'ont plus le droit de rentrer. En bourse, non. » Deuxième élément, quand on rentre au casino, on perd de l'argent cash, mais on ne joue pas à crédit. En bourse, on joue à crédit. Et donc, c'est plus qu'un casino, c'est un casino sans aucune réglementation, d'où l'inquiétude qu'on peut avoir pour les prochaines années, parce qu'il va être difficile d'arrêter ces fous, et je pèse mes mots, parce qu'il y a des gens très bien dans le monde de la finance, mais quand vous les mettez tous ensemble, c'est des comportements complètement irrationnels. Et là est le problème. C'est le mimétisme et l'instinct grégaire des êtres humains, quand on les met ensemble et qu'il n'y a pas de règles, ça tourne mal. Et les conséquences de cette déréglementation des marchés financiers, de cette bourse folle, il n'y aura qu'un graphique, je vous rassure, celui-là, eh bien, c'est une très grande volatilité des marchés financiers. Volatilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cours de bourse passent plus 2% un jour, moins 2 le lendemain, c'est ce qu'on a vécu cette semaine encore. Des banques qui perdent 30% une journée, 25%, Azor gagne 10%. Ça rime à quoi tout ça? Ça n'a aucune réalité économique réelle. C'est uniquement de la spéculation. Et ce que je veux dire par ce graphique, c'est que si vous regardez ce qui se passe, on passe de périodes d'euphorie avec des micro-crises, mais sur longue période, on passe de l'euphorie à la déprime, de l'euphorie à la déprime. En psychanalyse, on parle d'un comportement maniaco-dépressif. Donc nous avons donné les clés de l'économie mondiale à des gens maniaco-dépressifs dans leur ensemble. Ça pose problème, parce que qu'est-ce qui va les arrêter? Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et pour montrer à quel point il n'y a plus aucune limite, outre le fait qu'on spécule en temps réel, où l'argent n'a plus d'origine réelle, puisqu'en 2 clics, je peux passer un ordre en direct ce soir à Wall Street, dans la nuit à Tokyo, Singapour, et je reviens sur Paris demain matin, et tout ça aura été totalement transparent et fait à partir d'un smartphone, comme on le disait tout à l'heure. Eh bien, la problématique, c'est que, comme il n'y a plus aucune barrière, on cherche toujours à gagner plus d'argent de plus en plus vite. Et on atteint un point de rupture dans ces années 2010. Aujourd'hui, 2/3 des transactions sur le marché américain, et c'est plus de la moitié à Paris, sont réalisées par des robots, des ordinateurs, qui sont programmés grâce à des algorithmes informatiques. On prend nos meilleurs ingénieurs, et au lieu de les mettre dans l'industrie et de créer des choses nouvelles, et donc d'apporter une pierre à la création d'emplois et à la création de richesses, on les met en salle de marché, ils écrivent des algorithmes, vous programmez l'ordinateur, et l'ordinateur passe des milliers d'ordres à la nanoseconde. C'est du jackpot pur et dur. Et le but est quoi? De gagner quelques centimes d'euros à chaque transaction. Et à la fin de la journée, si tout se passe bien, vous avez gagné pas mal d'argent, perdu un peu de temps en temps, mais vous faites de l'argent pour de l'argent. Et dernière référence à Aristote, on est exactement dans ce que les Grecs appelaient une crise crématistique. C'est-à-dire que l'argent n'est plus une monnaie d'échange, l'argent n'est plus un moyen de développer l'économie, l'argent est devenu une finalité. Point. Quelle est l'utilité du trading haute fréquence? Les défenseurs vous disent c'est super, ça crée de la liquidité sur les marchés, on s'en est passé pendant des décennies, on pourrait très bien s'en passer demain. Parce qu'aujourd'hui, ces marchés spéculatifs et ces ordinateurs déstabilisent l'économie réelle, notamment sur le marché des matières premières, qui sont des marchés extrêmement étroits, où la spéculation peut faire passer les cours de plus 20 à moins 20% en l'espace de quelques jours ou quelques heures. Et pour montrer à quel point on est dans une spirale infernale dont il sera difficile de sortir, c'est que quand les marchés vont mal, quand les banques sont asséchées et qu'elles sont au bord de la faillite, ce qu'on a connu avec Lehman Brothers en 2008, que font les grands argentiers mondiaux, la Banque Centrale Européenne ou la Fed aux États-Unis? Eh bien, ils remettent de l'argent dans le marché. La matière première des banques, c'est l'argent. Il n'y a plus d'argent, on vous en redonne, en vous disant ne recommencez pas vos bêtises. Bien sûr, on ne recommencera pas, on a compris. Que s'est-il passé en 5 ans? Rien n'a changé. On n'a pas changé les pratiques bancaires au niveau mondial. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement pessimiste
à moyen terme, c'est qu'on va avoir une crise bancaire majeure dans les prochaines années si on ne change rien. Et même la BCE s'est émue ces dernières semaines. Ils ont prêté 1000 milliards d'euros entre janvier et mars aux banques qui étaient en difficulté, qui avaient besoin de cette liquidité, de cette ressource. Ils leur disent où sont passés ces 1000 milliards. Où ils sont passés, ils sont sur les marchés, ou alors ils sont dans un compte sécurisé, mais ils sont stérilisés. Ils ne servent plus à rien. Ils ne créent pas d'emploi, ils ne créent pas de crédit. C'est de la sécurisation. Alors, pour mettre un bémol, pourquoi les banques réagissent comme ça? Eh bien parce qu'elles ont aussi une réglementation qui s'appelle BAL 3, qui les oblige à sécuriser leurs fonds propres et à prêter moins d'argent. Vous voyez, on est rentré dans un jeu où la réglementation nourrit la crise, on essaie de dénouer la crise en remettant de l'argent dans le marché, mais cet argent est stérilisé par la réglementation. Donc tout réglementer, ce ne sera pas la solution non plus. Il va falloir trouver une troisième voie entre pas de réglementation et trop de réglementation. Il va falloir trouver le compromis. Et ça va sûrement prendre quelques années, puisqu'il va falloir s'entendre à 20, au G20 minimum, voire à 197 pays à moyen terme. Donc on en arrive dans une situation où, finalement, eh bien, il ne faut pas compter sur nos hommes politiques, quelle que soit la coloration, ce n'est pas le problème, pour mettre de l'ordre dans la finance mondiale, parce que ça fait 5 ans qu'ils se sont engagés à le faire et qu'ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que s'attaquer à la finance mondiale, eh bien, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, ça va être extrêmement compliqué. Je mets au défi le président d'une grande banque européenne ou américaine de nous expliquer quelles sont la nature et le fonctionnement des produits dérivés dans son bilan. Il n'y a que l'ingénieur derrière son ordinateur qui peut expliquer comment ça marche. Et avec l'interconnexion de toutes les filiales bancaires, de tous ces réseaux, je parle des grosses structures internationales, c'est devenu impossible à savoir où est le risque, où est-il passé et d'où va venir la prochaine crise. Et l'autre problème qui nous est posé, c'est que ces financiers, finalement, eh bien, ils ont poussé leur pion depuis 30 ans et ils sont partout. Alors là, je tire un peu à boulet rouge sur Goldman Sachs, donc là c'est un peu facile, je ne suis pas le premier, on tire sur l'ambulance, mais il n'empêche que Goldman Sachs est une grande banque d'affaires internationale que vous connaissez, la plus puissante au monde. Leurs hommes, ils sont où? Les anciens de Goldman Sachs, vous les retrouvez partout. Mario Draghi, patron de la BCE, Mario Monti, président du Conseil italien, Lucas Papademos, ancien président grec. Est-ce qu'ils vont prendre des décisions qui vont à l'encontre d'une vision favorable aux investisseurs et aux marchés financiers? Non, pas vraiment, puisqu'ils ont été formés à cette école. Donc ça va être difficile de changer les choses. Et les conséquences, vous les connaissez, c'est que le marché a pris le pouvoir sur les États. Pourquoi? Parce que depuis les années 1980, au lieu de faire des économies comme tout bon père de famille, les États de droite comme de gauche dépensent de manière dispensieuse, ils dépensent trop, il ne faut pas assez d'économies, les recettes se tarissent en face, et quand il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, depuis 1980, on s'est tourné vers les marchés financiers, et on a commencé à emprunter de l'argent sur les marchés. En 1980, la France avait 10% de dettes détenues par des non-résidents, c'est-à-dire les investisseurs, et 90% détenus, grosso modo, ou 80% détenus par les Français via les contrats assurance vie. 2010, 80% de la dette détenue par les marchés, 20% par les résidents. Donc on est pieds et poings liés face aux marchés, puisque c'est eux qui nous donnent les moyens de continuer à payer le salaire des fonctionnaires, nos hôpitaux, nos retraites, la sécurité sociale. On n'a pas le choix. Donc on est obligé de les écouter. Et ça donne des situations qui sont extrêmement inquiétantes. Je vais parler à nos amis espagnols. Ils connaissent la situation mieux que nous, et vous la connaissez aussi en tant que région frontalière. L'Espagne est dans une situation extrêmement compliquée. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas d'efforts d'austérité, les marchés financiers vont demander une rentabilité très forte, vont faire monter les taux d'intérêt, lesquels vont créer de la dette, une charge. Et si ils décident de dépenser de manière dispensieuse pour relancer leur pays et faire des grands travaux, une politique d'accompagnement, etc., ils vont avoir les marchés contre eux et ils seront en quasi-faillite, obligés de sortir de l'euro. Donc pour l'instant, on se focalise sur la Grèce, dont la question qui se pose aujourd'hui n'est plus de savoir est-ce que la Grèce va sortir de l'euro. Pour moi, la question est réglée, c'est comment elle va sortir de l'euro sans que ça entraîne des dégâts collatéraux. Donc on est en train de préparer l'enterrement de la Grèce de la zone euro, en douceur, depuis 1 an, ça se fait tranquillement. Le but est d'éviter une contagion bancaire, une panique, et d'éviter une contagion à l'Espagne, au Portugal et à l'Italie. Et c'est là où je me détache totalement des économistes qui vous disent que la Grèce peut sortir de l'euro, c'est pas un problème, c'est 3% du PIB. Ils ont de la feta et des bateaux, on peut s'en passer. Je caricature un petit peu, mais c'est pas loin, pas très éloigné de ce que pensent certains dirigeants politiques. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que si la Grèce sort de l'euro, dévalue et réussit à relancer son économie par des dévaluations, allez demander à un jeune Espagnol de 25 ans ce qu'il faut faire, il va vous dire il faut faire pareil, il faut sortir de l'euro, il faut dévaluer, comme ça on va refaire tourner nos entreprises, on va vendre nos produits, et puis on va relancer la machine. Alors allons-y. Et vous avez une crise sociale, les gens descendent dans la rue.
C'est exactement ce qui nous pend au nez dans les prochaines années. Portugal idem, Irlande pareil, et la France c'est pour dans 2-3 ans, si on continue comme ça. Il ne faut pas croire qu'on est dans les pays vertueux, on est plutôt dans les pays en difficulté. On est entre les deux, on est bien un pays pivot. Et le sort de la Grèce est déjà scellé aux yeux de l'opinion publique allemande, puisque aujourd'hui en Europe, l'Eurogroupe travaille déjà un scénario de sortie. Et puis si vous lisez la presse allemande, Der Spiegel a déjà dit adios aux Grecs. Bref, les Allemands se préparent à sortir la Grèce de l'euro, mais tout ça le plus doucement possible. La question qui se pose face aux excès de cette finance, qui nous a, quelque part, je vous rappelle que la crise de Lehman Brothers en 2008, c'est 5 000 milliards de dollars au minimum injectés dans l'économie réelle. Donc ça a mis les États en difficulté, bien entendu. Et la question se pose, c'est que si on a une crise bancaire d'envergure en 2013, 2014, 2015 ou 2016, comment vont faire les États occidentaux pour faire face à ces risques de faillite bancaire? Est-ce qu'ils peuvent nationaliser les banques? Ça sera difficile, on n'a plus d'argent. Donc comment allons-nous financer les prochaines crises? Alors les Américains ils ont trouvé une solution, mais c'est une solution très court-termiste, ils font tourner la planche à billets. Faire tourner la planche à billets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent, et bien vous en créez, vous en imprimez. C'est ce que font les États-Unis, ils ont toujours fait ça. Ils continuent, alors ils créent des billets, des billets, des billets. Ils augmentent ce qu'on appelle la masse monétaire. Et le problème est que dans quelques années, on aura un retour de l'inflation massif aux États-Unis ou dans le reste du monde. Et surtout, on court le risque d'une crise financière majeure dans quelques années quand on va se rendre compte que le dollar ne vaut plus rien. Parce qu'il y a trop de billets verts sur la planète. Et qu'est-ce qui fait la valeur du dollar aujourd'hui? D'une part, c'est nos difficultés européennes. Donc comme on a peur, on achète. Et vous savez qu'on emprunte de l'argent aux États-Unis à 0%. On prête de l'argent aux Américains à 0%, et l'Allemagne hier a emprunté sur les marchés à 0% aussi. Les deux pays refuges, c'est l'Allemagne et les États-Unis. Mais la problématique, c'est que ce château de cartes peut s'écrouler rapidement, quand on va prendre conscience que le dollar ne vaut rien. Mais pour l'instant, ça tient, parce que d'une part, on a trop de problèmes de notre côté, et d'autre part aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, depuis la fin de l'étalon or, dans les années 70, toutes les matières premières se négocient en dollars. Donc tout le monde doit avoir du dollar dans les poches. C'est une demande soutenue artificiellement. Vous voulez acheter des matières premières, il faut payer en dollars. Donc il faut que vous achetiez mes dollars. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fragile qui peut s'écrouler. Première raison de s'inquiéter. Autre raison de s'inquiéter, alors d'abord une bonne nouvelle, c'est que de l'argent dans le monde, il n'y en a jamais eu autant. Donc, je vous le disais, ça serait un petit peu, c'est un constat un peu raide, mais c'est la réalité. Donc on peut peut-être compter sur les fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pour nous aider à relever la tête et à éponger nos dettes en partie. Alors d'une part, ces pays, ce n'est pas des Pères Noël, ils ne vont pas nous donner de l'argent, ils ne vont pas nous faire un chèque en blanc. Que l'on se désindustrialise, ce n'est pas un problème pour eux. Ce qui compte pour eux, c'est juste qu'on puisse consommer leurs produits encore suffisamment d'années avant que leur classe moyenne prenne le relais. Donc pour l'instant, ils vont nous soutenir un peu en achetant quelques belles entreprises. Et puis, s'il faut faire un petit chèque de 10 ou 20 millions de dollars, ils le font peut-être, mais ils ne vont pas éponger nos dettes. Et l'autre problème, c'est que ces pays, ils sont en train de s'organiser entre eux, d'une part, des échanges sud-sud, et d'autre part, ils ne sont pas à l'abri, eux non plus, d'une crise financière d'ampleur, puisqu'aujourd'hui, le FMI met en garde contre une crise chinoise. Vous connaissez la bulle immobilière chinoise, le ralentissement économique actuellement, qui est une vraie cocotte minute sociale. Peut-être qu'on aura dans 1 an, dans 2 ans, une crise chinoise. Et que sera la Chine dans 10 ans? J'en ai aucune idée. Ça me fait toujours sourire quand j'entends des gens nous dire « la Chine va dominer le monde et ça va continuer, et dans 20 ans, on parlera tout chinois, etc. » On n'en sait strictement rien. Si la croissance ralentit trop fortement en Chine, qu'est-ce qui se passe? C'est l'explosion sociale. Et c'est peut-être l'éclatement de l'équivalent de l'Empire soviétique, avec une Chine morcelée. Tout est ouvert. On est rentré dans cette période de mutation, comme je vous disais en introduction, où tout est ouvert, et tous ceux qui ont des certitudes sont dans l'erreur. On peut avoir des convictions, il en faut, mais il ne faut plus avoir de certitudes. Le monde va beaucoup, beaucoup, beaucoup changer. Comment? On tâtonne, on cherche, mais on ne sait pas vraiment comment tout ça va se terminer. Autre raison qui nous oblige à penser différemment notre modèle économique, et ça, je sors de la finance, mais je vais revenir après un petit peu, c'est que toute notre économie occidentale, notre société de consommation, l'American Way of Life, comme on dit, eh bien, tient sur un constat, c'est l'accès illimité aux ressources naturelles, aux matières premières. On a développé notre modèle économique en Occident depuis les années 50, on va dire, depuis l'après-guerre, grosso modo. Comment? En ponctionnant massivement des matières premières, en les transformant et en rejetant les déchets. Alors bien sûr, il y a une prise de conscience écologique aujourd'hui, on fait un peu plus attention à ce qu'on rejette dans la nature. Oui, mais on n'a pas remis en cause la source. On continue à ponctionner. Et on croise les doigts pour qu'il y en ait encore, longtemps. Mais que se passe-t-il dans la réalité? Eh bien, c'est que les ressources, elles vont de toute façon s'amenuiser un moment à l'autre, parce que, d'une part, la Terre est un monde fini. Récemment, le WWF disait, si tout le monde consommait comme un Américain, eh bien, il nous faut 2 planètes Terre en 2020. C'est demain, 2020.
Et on a tout basé sur une ressource qu'on utilise tous dans nos voitures, qui est le pétrole. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce point de rupture où il va falloir se désintoxiquer du pétrole. Donc là, je commence à mettre un pied dans l'économie durable par les ressources naturelles. Pourquoi il faut se désintoxiquer du pétrole? Parce que le pétrole est devenu beaucoup trop cher. On a connu un pic à 150 $ il y a quelques années. On est redescendu directement derrière à 30 $ du fait de la spéculation, des bouclements des positions des fonds spéculatifs. Et aujourd'hui, on est reparti sur une tendance plus longue, autour de 100 $, 90, 100, 110, 120. Bref, on va aussi autour des 100 $. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a basé toute notre économie sur une ressource naturelle qui ne vaut plus 10 $ comme en 1990, ni 50 $ comme il y a 5 ans, qui vaut 100 $. Et qui peut valoir 150 $ demain, si on a un conflit israélo-palestinien. Et si on a un missile américain qui tombe sur une centrale iranienne par inadvertance, qu'est-ce qui va se passer? On sera à 250 $ le baril. Donc on est assis sur une poudrière, quelque chose qui nous coûte beaucoup trop cher. Et la problématique, c'est que, et c'est là qu'on peut parler de spirale infernale du pétrole, c'est que plus l'économie mondiale repart, renoue avec la croissance, plus la Chine crée, plus l'Europe renoue avec une croissance et les États-Unis, plus ça fait monter les prix du baril. Vous voyez, la spirale, elle est simple. Le baril ne peut baisser que s'il y a récession économique mondiale. S'il y a reprise, le baril monte, parce qu'on anticipe la pénurie. Et comme c'est les marchés qui cotent le baril, les marchés anticipent la pénurie, à tort ou à raison, mais ils l'anticipent. Donc on rentre dans une ère durablement d'un pétrole cher, d'une énergie chère. Et qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Il y a un risque de récession derrière, un risque d'inflation, parce que toutes les matières premières plastiques voient leur prix augmenter, les transports voient leur prix augmenter, enfin vous connaissez la musique. L'inflation, c'est la hausse des prix, et on commence à la vivre depuis quelques années. Elle pourrait repartir beaucoup plus vite dans les prochaines années si l'économie mondiale rebondit. C'est le paradoxe. Parce qu'on dépend du pétrole. Et ça va nous obliger, cette dépendance au pétrole, à penser autrement. Et il y a un prospectiviste américain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jeremy Rifkin, qui a publié un livre au mois de janvier qui est extrêmement intéressant, qui a titré « La troisième révolution industrielle ». Et son constat est simple. Il explique qu'il y a 2 révolutions industrielles qui nous ont précédés. La première, c'était toujours une ressource et un moyen de communication, chemin de fer, charbon. Deuxième révolution industrielle, nouvelle ressource naturelle, pétrole. Moyen, la voiture. Et on développe les axes de communication, les autoroutes, on désenclave les régions, on désenclave les États-Unis, on crée de la richesse par l'énergie et le moyen de communication. Troisième révolution industrielle, ça ne peut plus être autour du pétrole, c'est terminé. Même si on n'est pas dans une mutation profonde, parce que je peux me tromper, si on entre uniquement dans une révolution industrielle, eh bien ça sera sur une autre énergie. Et ça sera des énergies alternatives, parce que là les ressources sont illimitées si on s'en donne les moyens. Et ça sera par un autre réseau de communication, ce qu'on appelle les smart grids, les logiciels intelligents qui permettent à chaque bâtiment de communiquer avec un autre bâtiment. Et peut-être, si on a le courage de le faire, que dans 20 ans, chaque maison, chaque immeuble, chaque appartement créera sa propre énergie, laquelle sera dispatchée dans le réseau par des logiciels qui sauront identifier les besoins d'un bâtiment par rapport à un autre en temps réel, de manière totalement transparente. Et ça, c'est un système d'énergie totalement décentralisé, qui va à l'encontre de notre mode de pensée avec des centrales et on dispatch. Alors bien sûr, il y a des débats techniques, on pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez, pendant le cocktail, qui rendent la chose assez difficile à court terme, mais il n'empêche que cette vision totalement décentralisée, énergétique, grâce au réseau et au smart grid, c'est tout à fait plausible, et ce qui est intéressant, on le verra après, c'est que c'est créateur d'emplois non délocalisables. Donc on résout à la fois un problème écologique et un problème social, et on crée de la valeur économique. On est dans un triptyque vertueux. Nous sommes donc rentrés dans ce monde où le mythe de la croissance infinie s'écroule. Il va bien falloir revoir notre mode d'organisation, parce que comme vous voyez sur ce tableau, c'est des estimations faites par Eric Orsena, qui au-delà d'être un romancier est aussi un spécialiste des matières premières. Eh bien, il vous dit, c'est très simple, hein, la demande asiatique explose, et en face, les réserves existantes s'amenuisent, donc il n'y a pas besoin d'un fait polytechnique pour comprendre que les prix vont monter, et qu'on a un problème, et que finalement, 17 ans de zinc, 40 ans de nickel, 22 ans de plomb, c'est demain, c'est extrêmement rapide. Il y aura une anticipation par les marchés de la pénurie, et ça va coûter très cher. Et les conséquences géopolitiques de tout ça, c'est que les États les plus riches qui ont besoin de ces matières premières, c'est nous, les plus gros consommateurs de la planète, les États occidentaux, on fait une pression de plus en plus forte sur les pays pauvres. La situation s'aggrave et c'est source de conflits, de migration, qui vont coûter cher, tant sur le plan humain qu'économique. On tourne en rond. On est toujours dans cette spirale négative. Et les conséquences pour le consommateur occidental, même s'il ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans l'hémisphère sud, ça sera de toute façon une hausse des prix. Ce qui veut dire qu'on est en train de vivre la fin d'un concept qui a valeur universelle aujourd'hui, c'est l'obsolescence programmée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Je vais faire très vite. C'est quoi l'obsolescence programmée? C'est une idée de génie, entre guillemets,
Il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Landon qui, en 1930, face à l'effondrement de l'économie américaine, a une idée lumineuse. Il écrit un livre, et dans ce livre, il explique que pour relancer l'économie américaine, pour créer de l'emploi, il faut fabriquer des produits jetables. Il faut que les produits soient moins solides. Il faut que les ampoules électriques claquent au bout de 3-4 ans. Il faut que les bas des femmes, les bas n'étaient pas encore inventés, mais c'était appliqué après, il faut que les vêtements s'usent, que les couleurs changent. Il invente le marketing et il invente la consommation de masse, finalement. Et ce monsieur Robert Landon n'a pas été écouté en 1930. Vous connaissez la suite, on s'est fait la guerre. 1945, on exhume les écrits de Robert Landon et les États-Unis inventent la publicité, la réclame, comme on appelle ça. Ils inventent le marketing et ils inventent la société du jetable. Les voitures changent de forme, de couleur, les vêtements, on invente la mode. Ça nous paraît complètement acquis, gravé dans le marbre aujourd'hui, ça n'a que 50 ans, 60 ans. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Et pourquoi l'obsolescence programmée a été possible ? Tout simplement parce qu'on avait un accès illimité aux matières premières. Donc tant que vous pouvez consommer du pétrole, des ressources fossiles, les jeter à des prix très raisonnables parce qu'on avait colonisé les pays producteurs, les pays détenteurs de ces réserves, donc on avait fait main basse sur toutes les réserves, on pouvait développer l'obsolescence programmée. 2012, quel est le constat ? Ces pays propriétaires de matières premières, ils nationalisent de plus en plus leurs ressources, parce qu'ils en ont marre que ça parte à l'étranger, première chose. Deuxième chose, leur population est en train de s'élever socialement et veut consommer les mêmes produits. Bref, on a une pénurie de matières premières qui s'annonce et on veut maintenir l'obsolescence programmée. On va au clash, ça ne pourra pas fonctionner. Ça sera source d'inflation. On va sortir de l'obsolescence programmée inévitablement, d'autant qu'on a une crise écologique qui nous menace, ça on en est tous conscients, et quelles que soient les raisons ou non des dérèglements climatiques, eh bien, force est de constater que tout ça nous coûte cher, que ce soit l'homme ou pas l'homme, je ne vais pas rentrer dans le débat, ce n'est pas la question. Vous voyez, l'Asie aurait besoin de 40 milliards de dollars par an pour gérer les dérèglements climatiques, les inondations de Bangkok, au mois d'octobre par exemple. Et puis derrière, c'est des flux migratoires, et ça va coûter très cher aussi, parce qu'il va falloir gérer ces grandes migrations humaines qu'on n'avait pas connues depuis des siècles, voire des millénaires. Je reviens à l'économie. Les conséquences des crises financières à répétition, de l'appauvrissement des États, de l'inflation générée par la pénurie de matières premières, du vieillissement de la population qui va générer des charges, la prise en charge de nos aînés. Il va bien falloir payer. Une maison de retraite, c'est 1 000 à 2 000 euros par mois, voire plus. Il va falloir pouvoir supporter tout ça, c'est extrêmement coûteux. Ça va déboucher sur quoi ? Eh bien, ça débouche inévitablement sur l'appauvrissement durable et inéluctable des classes moyennes occidentales. On est rentré en phase d'appauvrissement, les Grecs peuvent vous en parler. Je vous rappelle quand même qu'en Grèce, les salaires ont fondu d'un quart en 2011, 25% de baisse des salaires. Comment voulez-vous relancer un pays par la consommation en baissant les salaires des individus ? Moi, j'aimerais bien que nos économistes nous expliquent. C'est une équation qui est complètement insoluble. Vous dites aux gens, consommez plus, on va relancer l'économie, mais pour ça, on va d'abord vous appauvrir. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on a entamé dans les autres pays d'Europe. Eh bien ça ne pourra pas marcher, parce que l'appauvrissement va être durable, parce qu'on a quand même des dettes qui vont être longues à rembourser. On est entré dans un cycle d'appauvrissement. Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, dit aux Européens, arrêtez les saignées médiévales. Vous savez, on saignait le malade, on est en train de faire la même chose. Ça va mal, on vous saigne. Donc on est en train d'appauvrir les gens. Et la problématique, c'est que qui est le moteur de l'économie, qui est le moteur de la consommation en Occident ? Ce sont les classes moyennes. Les plus démunis dépensent peu par rapport à ce qu'il faudrait dépenser pour soutenir l'économie. Les plus riches, ce qu'on appelle les ultra-riches, les 1% d'Américains qui contrôlent la moitié du PIB des États-Unis, donc les multimilliardaires, dépensent peu aussi. C'est sanctuarisé, c'est placé, c'est investi, ça ne vient pas dans l'économie réelle tous les jours. Qui consomme et dépense son argent ? Ce sont les classes moyennes. Et en appauvrissant les classes moyennes, on est en train de tuer toute reprise économique mondiale dans l'œuf. On rentre en récession inévitablement. Et le paradoxe de tout ça, et c'est là où je vais commencer à être un petit peu optimiste, c'est que le paradoxe, mais il fallait le faire. C'est indispensable d'enfoncer le clou, parce qu'il ne faudrait pas se faire d'illusions quand même. On est adulte, il faut voir les choses en face, ça va aller mal tant qu'on ne change pas. Et ceux qui vous promettent des lendemains qui chantent avec des vieilles méthodes, eh bien soit c'est des menteurs, soit ils sont inconscients, parce que de toute façon, ça ne pourra plus marcher. Voilà. Du fait, ne serait-ce que de la contrainte ressources naturelles. Même en évitant toute crise financière, on a un problème de ressources naturelles. Donc on est un petit peu optimiste, et c'est le paradoxe, c'est que plus les gens s'appauvrissent en Occident, plus ils s'interrogent sur le sens du modèle économique dans lequel on est depuis 50 ans. C'est-à-dire c'est quand les difficultés commencent, qu'on commence à se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer de voiture ?
Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'acheter l'iPhone 4S alors que j'ai l'iPhone 4? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 4 écrans plats dans ma maison? Des questions très matérialistes qu'on ne se posait pas jusqu'ici parce que le crédit coulait à flot, le marketing faisait son boulot, et puis les salaires étaient très corrects en Occident par rapport au reste du monde, et donc on consommait, c'est la consommation plaisir. Eh bien, à mesure qu'on s'appauvrit, on commence à s'interroger, et on s'interroge d'autant plus que les inégalités sont croissantes, et qu'aux États-Unis, pays qui est tout à fait dans la reconnaissance de la création de richesses et qui loue les gens qui réussissent à gagner de l'argent, ils ne sont pas dans le tabou français. Aux États-Unis, vous savez que c'est très bien vu de gagner beaucoup d'argent. Bien, même les Américains tombent de leur piédestal et disent comment se fait-il que 99% des Américains se partagent la moitié du PIB? Sous-entendu, il y en a 1% qui prennent tout pour eux. C'est la fin du rêve américain. Il y a quelque chose qui est cassé aux États-Unis. Le citoyen américain se rend compte que quelque part, il y a un problème. Vous savez que le patron de Lehman Brothers, quand il a plongé sa banque en faillite quand même, hein, il est parti avec un chèque de 360 millions de dollars. Et aujourd'hui, la moyenne des très grands patrons américains, des multinationales, ont des salaires moyens de 500 fois le SMIC. Donc on est loin des recommandations des premiers capitalistes qui étaient Ford, Rockefeller et autres, qui disaient que le patron ne devait pas dépasser 20, voire 40 fois le SMIC. Donc on n'est plus dans l'équité, on est dans l'irrationnel, dans le déraisonnable. Et on peut bien se demander ce qu'on fait avec 350 millions de dollars par an. Ça devient complètement indécent. Et ça, l'opinion publique en prend conscience. Et en Europe, ça se traduit, alors on l'a eu aux États-Unis, le mouvement des indignés, c'est encore ultra minoritaire, mais en Europe, sans rentrer dans le seul mouvement des indignés, on a de plus en plus de manifestations dans les rues, des jeunes, grecs, espagnols, français un peu moins, ils attendaient les élections présidentielles avec un peu d'espoir, on verra dans quelques années s'ils sont déçus ou non. En ce moment, à Montréal, vous avez ce qu'on appelle le printemps érable, et non pas arabe. Donc les jeunes qui descendent dans la rue, ça commence par une petite étincelle, et puis finalement ils vont finir par revendiquer une autre société nord-américaine. Eh bien ces jeunes, pourquoi ils s'indignent? Je vous pose la question. Pourquoi s'indigner aujourd'hui quand on a 20 ans et qu'on est citoyen occidental? La peur de l'avenir. Voilà. La peur de l'avenir, et surtout, qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes? Quel est le programme de société? Je ne parle pas de programme politique, je parle de vrai programme de société. On leur propose d'avoir un boulot avec un peu de chance. Je vais prendre l'exemple de l'Espagne. 1 000 € par mois maintenant, c'est vraiment quelque chose de tout à fait appréciable, avec 5 ans d'études. Ce n'était pas le cas il y a encore 2 ans. On leur propose de ne pas pouvoir se loger en centre-ville et de rester chez papa et maman jusqu'à 40-45 ans, parce qu'ils ne peuvent plus se loger. On leur propose de payer des retraites indécentes, bien décentes pour provoquer un peu, de leurs aînés qui vont gagner 2-3 fois plus qu'eux en étant à la retraite. On leur propose de payer les dettes dont ils ne sont pas responsables. On leur propose de se débrouiller avec la crise écologique. C'est pas notre problème, nous dans 20 ans on ne sera pas là, on laisse ça aux jeunes. Et on leur propose de sauver l'euro parce que c'est extrêmement important de garder une monnaie unique. C'est ça le projet de société. Donc autant vous dire que sans me faire le chantre et l'apôtre de l'indignation, ça va continuer. On n'en est qu'au début, parce qu'on ne propose rien d'enthousiasmant, on ne propose pas d'espoir, de projet de société aux jeunes occidentaux aujourd'hui. Et donc après le printemps